Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis avec Salomé Sperber qui va nous raconter son histoire. Donc il faut savoir que Salomé, elle fait un métier hors du commun, je trouve. Hein, c'est quand même très rare. Donc tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour qu'on puisse grandir ensemble sur cette chaîne. Bonjour Salomé. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Je sais que tu as beaucoup de travail. Hein. Merci de l'invitation, de la proposition, et on trouve toujours du temps pour des projets qui peuvent être intéressants. Merci beaucoup. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivée en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc je m'appelle Salomé Sperber, j'ai un peu plus de 28 ans maintenant et je suis donc psychocriminologue. Je suis installée en libéral depuis 3 ans maintenant. J'ai ouvert mon cabinet de psychocriminologie il y a 3 ans. D'accord. Pour en arriver jusque-là, j'ai un parcours académique en lien avec la criminologie. Donc j'ai une licence de psychologie, j'ai un master de criminologie que j'ai obtenu à l'étranger, à l'école des sciences criminelles de Lausanne, en Suisse. Ok. D'accord. J'ai fait le choix de me former à l'étranger parce que au moins j'avais le titre de criminologue. Est-ce que ça n'existe pas en France? Non, c'est un métier qui n'existe pas en France. C'est considéré comme la criminologie à l'heure actuelle est considérée comme une spécialité en France, soit une spécialité en psychologie, soit une spécialité en droit principalement. Okay. On commence à avoir un peu de spécialité aussi en sociologie, mais à l'heure actuelle, la crimino c'est vraiment considéré comme une spécialité, c'est ni considéré comme un métier, ni considéré comme une profession, qui est un petit peu le Graal pour le coup au niveau professionnel, avec un cadre spécifique, des compétences spécifiques, un ordre aussi parfois professionnel, un peu comme les médecins. Okay. En France, on est au niveau, à l'échelle du savoir-faire de la spécialité, la criminologie, là où par exemple en Suisse on est déjà au niveau du métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des parcours universitaires qui existent, et donc ça a été un choix que j'ai fait. Okay. Et pourtant, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours des crimes. Et donc c'est même étonnant que ce n'est pas un métier qui est spécialisé, mais vraiment dans un domaine assez spécifique en France. Il n'y a pas de société sans crime, comme on dit. Ça fait quelques années qu'en sciences sociales, on le sait, hein, c'est partie même des premières avancées, si je puis dire, scientifiques au niveau des sciences sociales. C'est un postulat de base, pour le coup. Donc effectivement, la criminologie est un métier qui fait en fait partie du quotidien pour le coup de toutes et tous. Et en fait, c'est déjà un métier qui est exercé aussi par bon nombre de professionnels sans forcément le nommer en tant que tel et sans forcément qu'il y ait les études initiales qui conduisent directement à la criminologie, mais beaucoup de professionnels de terrain en fait y arrivent par leur pratique professionnelle au regard du champ dans lequel ils interviennent. Donc oui, c'est un métier qui est nécessaire. L'actualité malheureusement, et notamment au niveau de l'actualité des comportements terroristes qu'on peut avoir aussi en France depuis ces quelques 10 dernières années, a pu nous montrer aussi malheureusement que les criminologues avaient une place, parce qu'on a beaucoup fait appel notamment au moment des attentats du Bataclan ou de manière un peu antérieure de Charlie Hebdo. On a fêté malheureusement la première dizaine autour de ces attentats-là. On a beaucoup fait appel à des criminologues justement sur l'analyse du comportement et du phénomène terroriste autour de ça, du terrorisme de manière générale, parce qu'en fait ça fait partie de l'une des spécialités en criminologie, parce que la France considère la criminologie comme une spécialité, alors même qu'on a des spécialités dans cette science-là. Dans ces sciences-là. Et donc d'où ton intérêt de en fait te former justement pour comprendre tous ces aspects-là et que tu puisses en fait intervenir dans plusieurs domaines, j'imagine, parce que j'ai vu tu interviens en violence familiale, etc. Donc on va y revenir. Et donc juste pour comprendre d'où est venu justement cet intérêt pour la criminologie. C'est un rêve de petite fille. Voilà,
c'est un peu particulier. Il y a des petites filles qui voulaient être chanteuses. Alors moi aussi, j'ai eu ma période où je voulais être chanteuse. Bon, clairement, c'est pas mon fort, donc j'ai vite abandonné ce rêve-là pour le bien auditif de tout le monde, le bien-être auditif de tout le monde. En fait, j'ai toujours été passionnée par le monde judiciaire. Je fais partie de cette génération qui a grandi aussi avec les séries policières, pour le coup, les experts, mentalistes, esprits criminels, etc. Oui. Et donc, ça a toujours été très intéressant et très intriguant pour moi. Mais je voulais pas être enquêtrice, je voulais pas être commissaire de police, je voulais pas non plus travailler en gendarmerie, je voulais pas être magistrate, parce que j'avais pas envie de décider du sort de quelqu'un, pour le coup. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le comportement humain et comment, en fait, la pensée va s'articuler autour, justement, d'un passage à l'acte potentiel, que ce soit un passage à l'acte qui est agi, donc pour quelqu'un qui va commettre une infraction, ou que ce soit un passage à l'acte, qui va être subi, donc plutôt pour les personnes qui en sont victimes. Et en fait, quand j'ai compris que les deux, le monde judiciaire et le comportement humain, pouvaient s'imbriquer, en fait, je me suis dirigée vers la criminologie et spécifiquement la psychocriminologie, qui va vraiment s'intéresser en fait à l'individu dans ce comportement criminel et dans ces sciences criminelles-là. Et donc, en fait, assez naturellement et très rapidement, je me suis dit que je voulais être psychocriminologue. Alors au début, c'était peut-être un petit peu caricatural sur le fait de vouloir travailler avec les tueurs en série et de faire du profilage criminel, comme à peu près toute personne, je pense, est intéressée au départ par la crimino. Et puis en fait, après, j'ai affiné mon projet aussi professionnel et mon appétence aussi. Et la violence est quelque chose qui m'a toujours intéressée, justement, pour comprendre un petit peu plus ces subtilités-là. Parce que pour moi, pour comprendre la normalité, il faut aussi s'intéresser vraiment aux méandres un petit peu, en fait, de l'âme humaine, si je peux bien sûr. Utiliser ce terme-là. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé dès mon master à me spécialiser dans la violence. J'ai travaillé sous mandat de recherche avec un établissement pénitentiaire pour rédiger mon mémoire. Et déjà, dans le cadre de ma recherche de mémoire, j'ai essayé de comprendre un petit peu les mécanismes qui pouvaient distinguer les personnes qui récidivaient dans leur comportement criminel, récidivaient de manière violente, et celles qui récidivaient de manière non violente. Et dès mon master, j'ai commencé du coup à me spécialiser sur la violence, et notamment la violence domestique, sous le prisme du coup des études suisses dans un premier temps. Et à la suite de l'obtention de mon diplôme, j'ai assis ma spécialité en matière de violence, en fait, de l'intime et de violence intrafamiliale et sexuelle notamment, dans le cadre de mon premier poste et maintenant dans le cadre de mon installation en libéral. C'est ma spécialité académique et c'est ma spécialité professionnelle. Je ne prends en charge que des personnes concernées par les violences intrafamiliales et sexuelles. D'accord, très bien. Donc, parce qu'on est d'accord, personne n'est né violent. C'est qu'il y a sûrement une historique qui fait que ces personnes-là le deviennent. Donc, en fait, c'est là ta mission, tu dirais, comprendre justement, parce que il me semble que tu représentes les victimes, mais aussi ce qui cause en fait le mal. Moi, je travaille vraiment avec une nature d'infraction, avec un contentieux, en fait, vraiment au travers des violences de l'intime. Je vais prendre en charge toute personne. C'est la particularité de mon accompagnement, et ça a vraiment été quelque chose qui me tenait à cœur, justement, quand je me suis installée, de travailler sur des natures de faits et pas sur un statut administratif ou judiciaire. Donc, je vais intervenir autant auprès des personnes victimes que des personnes témoins, que des personnes co-victimes, je pense notamment aux enfants ou aux partenaires, et auprès des personnes placées sous main de justice, ou simple, avec des gros guillemets autour de ce terme-là, auteurs ou auteureux d'infractions, parce que tous les faits ne donnent pas lieu à des judiciarisations. Naturellement, quand j'interviens auprès de l'un, j'interviens pas auprès de l'autre. C'est-à-dire que quand j'interviens auprès de quelqu'un comme un avocat, en fait. Alors, en fait, si tu veux, mon métier en tant que psychocriminologue, il y a l'avocat d'un côté, le psychologue de l'autre. Ben moi, je suis au milieu. En fait, je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire que mon rôle à moi, c'est assez juste ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'aller à la recherche, un peu comme un enquêteur pour le coup, d'aller à la recherche de pistes d'explication, ce qui va permettre de comprendre une situation. Mais mon rôle, c'est ni de juger ni d'excuser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Moi, je suis dans une analyse de situation, je vais faire un état des lieux d'une situation, une espèce de diagnostic situationnel pour pouvoir faire des préconisations, pour pouvoir proposer des pistes de prise en charge et d'ajustement plutôt sur du long terme auprès de la personne, que ce soit quelqu'un qui
qui est victime ou quelqu'un qui est auteur. Mais par contre, je suis ni là pour excuser, ni là pour juger, mais simplement pour permettre d'expliquer et de comprendre. Et en fait, la nuance, elle est vraiment importante parce qu'on ajoute en fait un niveau de compréhension. Non, parce qu'en fait, en faisant mes recherches, je me suis posé cette question justement. Je me suis dit, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas être dans le jugement? Parce qu'il y a des situations, je pense que tu as sûrement au cours de tes années d'expertise, tu as rencontré des situations vraiment horribles et tu peux pas te permettre d'être dans le jugement. Mais comment tu te détaches émotionnellement de la situation? Alors, déjà, je suis formée. Déjà, premier point, c'est quand même plutôt pas négligeable. De l'importance. La formation, ou que ce soit l'éducation ou la formation de manière générale, c'est quand même l'un des premiers facteurs de protection. C'est-à-dire que je connais le sujet dans lequel j'interviens et c'est pour ça aussi que je n'interviens que dans ce que je connais. J'ai beau avoir, par exemple, travaillé et étudié le crime organisé quand j'étais à la fac, ou avoir travaillé plus ou moins de loin avec, ou tout ce qui est criminalité en col blanc, donc tout ce qui est délinquance financière très très importante, en gros les subprimes quoi. J'ai beau avoir étudié ça à la fac, c'est pas mon domaine d'expertise et c'est pas mon domaine d'appétence, donc rien que le fait aussi de pouvoir connaître ses limites aussi professionnelles et du coup sa formation, c'est des gros facteurs de protection quand même déjà, donc ça je pense que c'est important de le rappeler, de connaître son cadre d'intervention. Et ensuite parce que c'est des compétences qui se travaillent. L'empathie c'est pas inné, c'est une compétence sociale qu'on acquiert et qu'on travaille et qu'on développe. Et moi mon rôle en tant que criminologue et psychocriminologue, c'est justement de pouvoir aussi aiguiser ces compétences d'empathie pour pouvoir me positionner au bon moment en empathie avec la personne que j'ai en face de moi, tout en maintenant un cadre qui est sécure pour moi, qui est sécure pour la personne que j'accompagne et qui correspond aussi potentiellement aux contraintes externes qu'on peut avoir, comme par exemple un cadre judiciaire sur quelqu'un qui est condamné par la justice à venir me voir dans le cadre d'une obligation de soins par exemple. Pour autant, si je lui martèle, vous avez été reconnu coupable de, on va pas avancer beaucoup. Moi, encore une fois, mon but, notamment par exemple auprès des personnes qui sont en obligation de soins, ça va être de leur permettre de les accompagner dans ce cheminement de compréhension de pourquoi on en est arrivé là et de faire en sorte qu'ils recommencent pas. Donc en fait, participer aussi à la lutte contre la récidive. Et donc du coup, si je suis dans une posture jugeante ou stigmatisante, ça va pas vraiment servir le processus, bien au contraire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait ajuster la compétence sociale nécessaire au bon moment. Et puis aussi parce que la criminologie reste une science. Donc on va avoir une espèce de protocole scientifique, si je puis dire, dans justement nos analyses pour pouvoir faire un état des lieux d'une situation. Alors même si j'interviens auprès d'individus, ça peut être un petit peu interpellant ce que je vais dire, mais je travaille avec leur situation. C'est-à-dire que l'individu va faire partie, ça va être un petit peu déshumanisant ce que je vais dire, mais c'est pour expliquer de manière factuelle en fait et pragmatique. L'individu va être un facteur dans sa situation que je vais prendre en considération justement pour faire l'état des lieux, pour faire cette espèce d'évaluation encore une fois situationnelle, qui va me permettre d'avoir des axes en fait derrière de développement et d'ajustement. D'accord, ok. Donc en fait, ton rôle c'est pas vraiment prendre parti de la personne, mais surtout aider à comprendre le pourquoi du comment et comment l'aider pour ne pas que ça se reproduise. Exactement. Et c'est pas pour autant, j'insiste, parce que souvent quand on peut avoir une espèce de confusion dans si on reste objectif et neutre ou impartial, du coup ça veut dire qu'on ne croit pas les gens. Pas du tout. Moi, mon matériel de travail, ça va être ce avec quoi les gens viennent. Ce qui m'amène, c'est-à-dire la parole des gens et leur propre positionnement, c'est ce qui va me permettre aussi de travailler, c'est le matériel de travail de base en fait. Pour le coup, c'est mon matériau premier quoi. Oui, bien sûr. Pour autant, c'est pas parce que je reste effectivement dans cette objectivité-là que je ne crois pas les gens, que j'accompagne et que j'essaye pas justement de tendre vers un mieux-être avec eux. Et je pense qu'aussi ça te permet aussi d'identifier la vérité du faux également. Parce que je pense qu'une personne qui veut pas justement passer des années en prison peut essayer de... Alors, je suis pas experte. Okay. C'est pas le même métier. C'est-à-dire que moi, j'ai un accompagnement qui va plutôt... Alors, non, c'est pas que c'est pas le même métier, parce que je peux en faire aussi de par mon métier. C'est pas la même mission. C'est-à-dire que, par exemple, auprès des personnes placées sous main de justice, moi, je vais être dans une mission qui va plutôt être longitudinale. Je vais pas faire de l'intervention comme un expert qui va faire de l'évaluation. L'évaluation expertale va avoir pour but, justement, sur du one-shot, en fait, dans le cadre d'une rencontre ou de plusieurs
petite rencontre, mais sur un temps qui va être défini avec une liste de missions qui va vraiment être définie par l'autorité judiciaire, en fait. Va devoir répondre à certaines questions que va se poser l'autorité judiciaire. Et là, on va vraiment être dans une dimension évaluative au vu justement d'une décision de justice. Moi, mon rôle, c'est pas ça. C'est-à-dire, mon rôle, c'est d'intervenir, en tout cas quand j'interviens encore une fois auprès des personnes placées sous main de justice dans le cadre d'obligations ou d'injonctions de soins. Mon rôle, ça va vraiment être sur du long terme, de participer au travail socio-judiciaire thérapeutique, de pouvoir, encore une fois, permettre d'accompagner la personne dans ses pistes de réflexion, de l'amener aussi sur des pistes de réflexion, déjà premier point. Deuxième point, de la ramener aussi vers la responsabilisation de soi au regard des faits pour lesquels la personne est mise en cause et ou condamnée, parce qu'il y a aussi en fonction du pré ou post-sententiel, on va pas intervenir de la même manière, mais en gros le cadre est à peu près le même, et derrière du coup de lutter encore une fois contre la récidive. Et donc du coup ça, on est vraiment sur un travail individuel. Même si je vais faire de l'évaluation aussi, qui sera plutôt sur une visée thérapeutique pour savoir en gros où je mets les pieds, comment la personne elle se positionne et quelles sont les pistes peut-être d'amélioration. Chez certaines personnes, ça va être déjà de réussir à stabiliser au niveau de la sphère professionnelle et locative, au niveau du logement. Parce que si on n'a pas un toit sur la tête et que on ne sait pas comment on finit le mois, ça va être compliqué d'aller travailler sur soi. Et puis chez certaines personnes, ça va être de faire tomber certains mécanismes de défense et certains mécanismes de protection, voire certaines résistances, et de faire des fois de la psychoéducation aussi sur, par exemple, la relation homme-femme, la question de la misogynie, les rapports de puissance et de pouvoir qu'on peut avoir, etc. En fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Chaque individu va être à un stade qui va être différent. Mais donc du coup moi je suis pas à savoir si il ou elle ment. Mon point de départ c'est la décision judiciaire. C'est là où vraiment je dis je suis ni magistrate ni enquêtrice. C'est pas moi si j'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau suite à une condamnation, cette personne-là est placée sous main de justice et elle est dans le cadre de l'exécution justement de sa sanction, donc de sa condamnation en fait pénale par exemple. Donc moi j'ai pas à remettre ça en cause. D'accord. Donc quels sont les différents domaines d'expertise? Alors les domaines sur lesquels je peux intervenir, en tout cas dans les sous-spécialités de la criminologie, donc ça va être la criminologie clinique, c'est-à-dire le fait en fait d'intervenir auprès des personnes, des justiciables qui ont pu en fait commettre des larcins, différentes formes d'infractions. Donc ça c'est vraiment l'intervention vraiment opérationnelle et de terrain. J'interviens aussi donc en victimologie, qui est pareil une sous-spécialité de la crimino, qui est plutôt la science des victimes pour le coup là d'infractions, avec du coup la technicité inhérente aussi à leur prise en charge, tout ce qui va être autour de la délinquance sexuelle et tout ce qui va être autour aussi de la psychologie des violences principalement. On a forcément le domaine de la santé mentale aussi qui tourne plus ou moins autour de ça, ce qui fait que je vais pouvoir intervenir tant sur des situations de violence dans le couple ou dans la famille que des situations où des faits de violence sexuelle ont eu lieu en intra ou en extra-familial, que dans le cadre de soins pénalement ordonnés, ou que ce soit aussi, on en parlait tout à l'heure, mais dans le cadre par exemple d'évaluation expertale, vu que je suis aussi formée sur des outils d'évaluation du risque de récidive, donc des outils criminologiques d'évaluation du risque de récidive. Voilà, en fait ce qui vraiment cadre en fait ma spécialité à moi, c'est vraiment tout ce qui est autour encore une fois des violences de l'intime. De l'intime, d'accord. Donc quel est le type de clientèle? Donc justement, donc les gens qui sont condamnés par la justice. Alors, j'ai des personnes placées sous main de justice, que ce soit des adultes ou des mineurs. Je travaille aussi avec ce qu'on appelle le phénomène de délinquance juvénile. Donc, je travaille que avec des adolescents, je travaille pas avec les enfants. Et côté personnes victimes, ça va être la même chose. Soit des personnes qui ont le statut victimaire, c'est-à-dire qui sont engagées, dans le cadre d'une procédure pénale parce qu'il y a eu des faits de violence, par exemple, dans le couple, en tant que victime, par exemple, ou dans le cadre d'une procédure civile aussi de séparation qui se passe pas forcément très bien, ou des personnes qui ne sont absolument pas concernées par des procédures. La procédure n'est pas un critère, c'est pas une condition sine qua non pour venir me voir, mais les personnes victimes, ça peut aussi être des personnes qui ont été victimes de faits de violence à l'enfance, de violences intrafamiliales quand ils étaient enfants, avec une sphère familiale qui était
violentes, ou ça peut être des faits de violences sexuelles incestueuses dont ils ont été victimes quand ils étaient enfants, ou dans leur jeune conjugalité, ou il y a des années, et c'est des choses qui les poursuivent encore à l'heure actuelle. C'est très large. La condition pour venir me voir, si je peux utiliser ce terme-là, c'est d'être concerné, encore une fois, par la question des violences de l'intime. Avec ou sans procédure, que la procédure soit en cours, qu'elle ait eu lieu il y a 15 ans, qu'on envisage éventuellement une procédure, ou qu'il n'y en ait pas du tout et que ce soit totalement inenvisageable, mais qu'on ait quand même été victime de faits, parce qu'encore une fois, on le sait, on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire la différence qu'il existe entre les faits qui sont connus par la justice et ceux qui se passent de manière quotidienne ou annuelle, est quand même vachement plus important. Donc voilà, la condition, c'est être concerné par les violences de l'intime, quel que soit son statut. D'accord. Donc les personnes qui sont déjà passées par la justice, mais est-ce que moi, je peux venir de mon propre compte Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je suis en libéral, je suis en cabinet privé, donc si on ressent le besoin de venir me voir et qu'on a besoin d'un accompagnement spécialisé, on peut tout à fait venir me voir. Après, j'insiste sur un point, c'est que moi, je suis criminologue spécialisée en psychologie. Je ne suis pas psychologue, c'est pas le même métier. Voilà. La criminologie est une science fille où la psychologie va avoir un rôle à part entière, mais comme la sociologie et comme le droit. Une approche criminologique, c'est une approche psycho-socio-judiciaire. Vraiment, c'est une triptyque qui est totalement indissociable. En tant que psychocriminologue, je suis spécialisée sur l'approche psychologique, mais je ne suis pas psychologue. Donc, ça, c'est un point qui est important, parce que psychologue, c'est un titre qui est protégé et qui est cadré de manière spécifique. Moi, je suis criminologue spécialisée en psychologie. Et par contre, du coup, comme tout professionnel en fait, de la relation d'aide qui est installé en libéral, les personnes peuvent venir me voir d'initiative. D'ailleurs, toute personne vient me voir d'initiative. J'ai beau avoir des personnes qui sont prises dans un parcours judiciaire, elles ont une obligation d'être suivies, par exemple, mais elles ont le choix de leur accompagnant. D'accord. Donc toutes les personnes que j'ai en consultation viennent me voir d'initiative. D'accord. Donc est-ce que c'est pris en charge ? Alors, vaste débat. Non, c'est pas pris en charge parce que mon métier est considéré comme une spécialité, donc c'est pas remboursé par la Sécu, tel quel. C'est déjà compliqué d'avoir des remboursements des soins psychologiques par la Sécu, donc on n'en est encore pas là. Certaines mutuelles peuvent éventuellement entrer en matière, mais c'est très éparse, donc j'ai tendance à dire non, c'est pas possible d'avoir de financement. Ok, d'accord. Donc c'est important à noter parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Donc est-ce que tu organises justement les groupes de parole? J'ai créé avec Émilie Zanoni il y a un peu plus d'1 an maintenant des groupes de parole à destination des personnes victimes de violences de l'intime. Alors on a choisi le terme assez inclusif de violences sexistes et sexuelles parce que c'est un terme qui est connu maintenant et donc qui parle plus ou moins à tout le monde. Et donc du coup on a choisi de créer ces groupes-là. Initialement on avait 2 sessions, des groupes qui étaient à destination des femmes victimes ou personnes sexisées et des groupes à destination des hommes victimes ou personnes sexisées. Malheureusement, faute de participants, on a dû mettre un terme aux sessions hommes. Par contre, il y a des sessions femmes qui se tiennent de manière mensuelle. C'est des groupes qui sont co-animés par Émilie et moi. Qui se tiennent sur Passy. Le lieu est tenu confidentiel pour des questions de sécurité. L'inscription est obligatoire pour pouvoir participer. On a décidé de créer des thèmes trimestriels autour en fait de ces sessions-là, avec notamment un atelier un petit peu plus créatif et concret, physique, si je puis dire, à la fin de chaque cycle, de manière à mettre aussi un peu dans la matière ce qu'on a pu éventuellement aborder durant le cycle. C'est des sessions qui sont gratuites. On a fixé un prix libre parce que en fait on finance une collation autour de ces groupes-là et c'est des actions qui sont totalement bénévoles pour Émilie et moi. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est bien. Et donc voilà. Donc oui, on a créé ça avec Émilie. C'était important pour moi de mettre ça en place parce que il était important aussi que les personnes en milieu rural puissent avoir accès en fait à un accompagnement spécialisé. Tout se passe pas sur Annecy et quand on habite à Argentière ou au Contamine ou à Pras-sur-Arly,
ne serait-ce que de descendre à Bonneville ou à Sallanches, ça fait déjà une trotte. Ça fait une trotte, oui. Voilà. Donc c'était important de pouvoir proposer quelque chose de spécialisé aussi au niveau local et du coup le plus gratuitement possible. Pour que justement les personnes qui n'ont pas forcément accès à des soins dans le privé puissent aussi avoir des espaces de parole. Alors ça n'a pas une visée thérapeutique, on n'est pas sur des groupes de parole thérapeutiques, on est plutôt sur des espaces de libération de la parole qui vont avoir une utilité quand même thérapeutique, mais ça se substitue pas à un accompagnement spécialisé. C'est important quand même de pouvoir le rappeler. Donc il y a des groupes de parole que j'ai co-créés. Je propose aussi régulièrement des conférences dans l'année autour de dates clés, que ce soit autour du 8 mars, donc la journée mondiale des droits des femmes, ou par exemple le 25 novembre j'ai donné une conférence en novembre dernier autour justement de la question des violences faites aux femmes, donc le 25 novembre étant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'interviens, j'ai monté aussi une conférence en février 2024, alors là c'était à destination des professionnels avec une collègue agent d'assurance, mais qui est très impliquée aussi dans cette problématique des violences intrafamiliales. Donc c'était une conférence violence intrafamiliale au pays du Mont Blanc, à destination des professionnels, qui avait réuni à peu près 90 professionnels, qui s'étaient tenus au Mountain Store. Et puis j'interviens aussi régulièrement dans des ciné-débats sur demande d'association ou autre. C'est important pour moi de pouvoir participer à ces événements-là, parce que il faut visibiliser en fait ces problématiques-là, pas toujours sous le prisme du militantisme, mais aussi sous le prisme scientifique en fait et de la technicité d'intervention. Alors quand je parle du militantisme, c'est naturellement et évidemment quelque chose qui est ô combien nécessaire et complémentaire, mais il est aussi nécessaire en fait de pouvoir avoir la visibilité de la cause à travers les actions militantes, mais aussi peut-être la scientifisation, si je puis dire, de ces sujets-là, qui sont très connus sous le prisme en fait du militantisme, mais qui ne doivent pas se cantonner que autour en fait du militantisme, parce que c'est des prises en charge qui sont particulières, que ce soit sous le prisme des victimes ou sous le prisme des auteurs, et qui doivent rester quoi qu'il arrive complémentaires. Victime, auteur, c'est les deux faces d'une même pièce, et il est aussi important en fait de pouvoir en parler sous ce prisme-là, sous ce registre-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Oui, voilà. Et donc moi je te félicite parce que non mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes ou qui sont auteurs, et ils se sentent un peu on va dire à l'écart, pas compris. Et le fait qu'il y a des groupes de parole, ils se disent, même s'ils prennent pas la parole, ils se disent je ne suis pas toute seule. Et justement, en étant en contact avec des personnes donc comme toi, qui peuvent les aider, les accompagner par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils connaissent peut-être pas que les gens comme toi existent, et comment même lancer une procédure. Je pense que tu peux les accompagner aussi sur ça, exactement, le suivi. Et aussi les professionnels. Je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels qui savent pas comment aborder justement ou accompagner ces personnes. Donc voilà, ça fait avancer petit à petit, mais on y arrive. Donc bravo. Tout à fait. Merci. Après, je fais juste mon métier, et je pense que c'est important de le tu es passionnée, donc c'est important. Alors, j'ai la chance d'être passionnée par ce que je fais, et j'ai la chance de pouvoir exercer ma passion, et je pense qu'effectivement ça c'est j'ai conscience de la chance que j'ai. Pour le coup, ça c'est quand même quelque chose qui est particulièrement précieux. Après, par rapport aux professionnels, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai aussi une casquette de formatrice. Mon cabinet est reconnu comme organisme de formation depuis plusieurs années maintenant, ce qui me permet justement de proposer de la formation exclusivement sur mesure. C'est la particularité de mes formations, et de manière opérationnelle, c'est-à-dire que forcément il y a un volet théorique, mais l'idée aussi c'est de pouvoir former à la réalité de terrain des professionnels qui justement sont en demande aussi, toujours sur la sphère des violences de l'intime, en contact exactement, c'est ça, avec des usagers ou des usagères qui peuvent être concernés par un côté ou de l'autre. Donc j'ai eu la chance d'intervenir auprès du personnel de la CAF, j'ai pu intervenir en protection de l'enfance, j'ai pu intervenir dans des cliniques de repos aussi, en réinsertion sociale, pour pouvoir justement former aussi les professionnels qui étaient confrontés à ces problématiques-là, sous le prisme des personnes victimes, mais aussi sous le prisme des personnes auteurs. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment important de ne pas faire l'économie de l'un ou de l'autre, parce que l'un va avec l'autre.
Après, j'ai quand même envie de souligner que ça avance. On a beaucoup tendance à croire qu'en France ça régresse ou que on n'a pas beaucoup de choses ou quoi aux caisses. Il faut savoir quand même qu'on a, alors ça fait toujours grincer un peu des dents quand je dis ça, mais c'est une réalité de terrain. On a un droit pénal et notamment une considération de la personne victime qui nous est enviée à l'échelle européenne quand même, à travers notamment la constitution de partie civile. La problématique qu'on a, c'est qu'on est très mal renseigné sur nos droits et en fait ça c'est une réalité qu'on a en France et je pense qu'il est important aussi, notamment pour les personnes victimes, de souligner le travail des associations d'aide aux victimes qui exercent sur le terrain, qui sont des associations qui existent depuis 82. C'est la loi Badinter, pour le coup. Et en fait, c'est des associations qui peuvent prendre en charge de manière totalement gratuite aussi les personnes victimes et qui vont faire ce qu'on appelle de l'accès au droit, de l'orientation dans les procédures pénales, de l'évaluation sur les dispositifs de protection qui peuvent exister. Parfois aussi, ils peuvent proposer quelques séances de psychologues. Alors, ils peuvent pas faire des suivis longitudinaux, mais au moins faire un peu de débriefing, si je peux utiliser ce terme-là, même si c'est une technique spécifique, mais en tout cas faire de la prise en charge un peu d'urgence. Ça, c'est le rôle des associations et les personnes victimes peuvent disposer gratuitement de cette possibilité-là. Ça fait partie du droit des victimes en France. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Les associations qui peuvent proposer ça appartiennent aux 3 fédérations principales, soit les CIDFF, les centres d'information des droits des femmes et de la famille, soit les associations floquées Solidarité Femmes. Donc là, c'est vraiment pour les violences faites aux femmes, quelle que soit la forme de violence, et les associations du réseau France Victimes. Ça, c'est vraiment en France métropolitaine et en dom-tom, c'est vraiment les 3 fédés qui existent et qui peuvent proposer ces accès au droit. Et pour les personnes autrices, il y a aussi des fédérations qui peuvent intervenir. Alors, il y en a moins, il y a moins de dispositifs et ça c'est aussi un peu la problématique qu'on a, mais il y a les CPCA qui peuvent exister. On n'en a pas en Haute-Savoie, mais par exemple à Grenoble, il y en a. Dans l'Ain, il y en a un aussi. C'est les centres de prise en charge pour les auteurs de violences dans le couple ou dans la famille, donc on est sur une niche, mais c'est toujours ça de prix. Il y a la FNACAV aussi qui peut intervenir. Et pour les personnes qui peuvent avoir des troubles de la préférence sexuelle, il y a le numéro STOP aussi qui existe, qui est porté par le CRI-AVS, le Centre de ressources des intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, où c'est une ligne d'écoutants aussi qui peuvent éventuellement entrer en matière et faire des orientations. Donc c'est aussi important d'avoir ces premiers numéros d'urgence, si je puis dire, qui sont quand même à disposition aussi des usagers et des usagères. Et derrière, effectivement, ça, on est plutôt sur ce temps de l'urgence ou sur du court terme. Et derrière, sur du moyen ou long terme, il y a des professionnels qui peuvent être formés et spécialisés, dont par exemple je fais partie, et nous on va intervenir plutôt de manière longitudinale, mais on intervient souvent après par exemple les associations et ou en complément. L'idée c'est que notamment les personnes victimes, elles puissent user de leurs droits gratuitement aussi, de manière à ne pas être trop malmenées par les procédures quand il y a des procédures. Ok, d'accord. Donc du coup tu conseilles aux victimes, mais aussi les auteurs, de ne pas hésiter justement à en parler et justement à s'approcher aux associations qui peuvent en fait les guider également. Tout à fait. C'est vraiment fondamental de ne pas rester seul parce que ce qu'on appelle la levée du secret, en fait, c'est la première étape du passage du privé au public et donc ça rend réel les choses. C'est aussi ce qu'on appelle un premier levier thérapeutique sur effectivement la concrétisation finalement de la situation et de l'environnement dans lequel on est. Mais c'est une étape qui est c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer et travailler dans son parcours justement un peu thérapeutique et de reconstruction aussi, d'un côté ou de l'autre, encore une fois. C'est si on reste enclavé dans sa tête, si je caricature un petit peu les choses, en fait ça nous fera potentiellement stagner ou ça maintiendra un peu ce figement finalement autour de ce dont on a été victime ou ce déni ou dans lequel on peut être aussi quand on est auteur. Alors on n'a pas que le mécanisme du déni, on va pas caricaturer, attention, mais en tout cas cette première étape vraiment fondamentale, c'est la levée du secret tant côté victimaire que côté infracteur, pour pouvoir justement à un moment donné amorcer en fait un travail, se mettre en mouvement et sortir de cette emprise, parce que je pense que il y a beaucoup de victimes qui sont
ils trouvent ça normal parce que c'est devenu leur quotidien, on va dire. Donc, je pense que libérer la parole et parler autour de nous, c'est important, justement. Tout à fait. C'est ce qui permet. Alors, le mécanisme de l'emprise, c'est quelque chose qui est vachement plus compliqué que ce qu'on nous laisse à penser dans les médias ou dans les films, etc. On a pas mal de confusion aussi autour de l'emprise, parfois, notamment sur les personnes victimes. Mais en tout cas, c'est ce qui permet effectivement de ne plus normaliser une situation qui avait été banalisée jusqu'alors. Notamment, effectivement, quand on est victime de violence, c'est pas parce qu'on y est confronté, de manière quotidienne ou de manière en tout cas chronique, on a une chronicisation de la violence à laquelle on est exposé, que pour autant c'est normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en considération et à évaluer aussi. Les personnes victimes pendant des années de différentes formes de violence vont finir par banaliser en fait et normaliser cette situation, ce comportement, cet acte, ce propos, alors même que ça reste, quoi qu'il arrive, de la violence. C'est pas parce qu'on s'habitue à quelque chose que c'est normal. Et l'humain est fait pour s'habituer à tout. En fait, ça. On s'habitue à l'horreur aussi parfois, et c'est pas parce qu'on s'est habitué à ça que ce n'est plus de l'horreur. En matière de violence, ça fonctionne exactement de la même manière, et il est nécessaire par contre d'être accompagné en fait dans cette sortie justement du phénomène de la violence, quand justement elle a pris tellement de place que pour survivre, et le cerveau de manière très instinctive va avoir mis en place un certain nombre de mécanismes de protection qu'il est nécessaire dans un premier temps de nommer pour reconnaître, et puis pour réajuster sur le long terme. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de revenir à une autre fois, qu'on puisse traiter en fait tous ces sujets. En fait, c'est tellement vaste que je trouve qu'il nous faut plusieurs épisodes justement pour expliquer aux personnes plus en détail, on va dire, pour qu'on comprenne mieux. Donc comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, le plus simple pour me contacter, c'est par mail ou par téléphone sur mes coordonnées professionnelles. Si c'est pour une demande de prise de rendez-vous, on peut aussi directement aller voir sur mon site internet à l'onglet prise de rendez-vous. Les rendez-vous peuvent se faire soit au cabinet, soit en vidéo, en fonction des possibilités de chacun et de chacune. Et puis, je suis également pas mal présente sur Instagram ou sur mon compte Instagram, où j'essaye de faire un peu de vulgarisation et de psychoéducation aussi autour de la question des violences, du psychotrauma, de l'aspect judiciaire, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre justement sur Instagram, parce que voilà, c'est vraiment top, et on a beaucoup d'informations. Voilà, donc top. Donc merci beaucoup Salomé, vraiment j'ai passé un très bon moment, et j'espère te revoir justement avec plaisir sur cette chaîne pour qu'on puisse parler plus en détail de certains points. Avec plaisir, je te remercie. Merci à toi. Donc cette émission, c'est Rencontres et Réseaux. Je vais rencontrer justement des personnes, des professionnels comme toi, et au retour je demande toujours à ce qu'on présente d'autres personnes pour créer un réseau justement autour de la chaîne. Donc as-tu une petite idée? Oui, je peux te renvoyer vers Alicia d'Adecom74 qui a lancé son entreprise de community management, son activité de community management spécialisée sur l'accompagnement des praticiens et praticiennes en médecine douce. D'accord, ok, donc elle est basée sur Sallanches. Ah bah super, voilà. Donc je viendrai vous voir aussi, Alicia. Donc merci Salomé. Avec plaisir, merci à toi. Bientôt. À bientôt. Merci, au revoir, merci. Au revoir. Thank you.